De Villers, il est 7h48. Votre invité est ancien Premier ministre. Et ministre des Affaires étrangères. Bonjour Dominique de Villepin. Hier, dans la nuit, Donald Trump a affirmé face à la presse que les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et qu'ils allaient faire du bon boulot avec, en recréant sur place, je le cite, une côte d'Azur du Moyen-Orient. Il a fallu attendre plusieurs heures pour que les chancelleries du monde entier réagissent, tant ces propos ont sidéré. Est-ce que vous comprenez cette sidération? Est-ce que vous la partagez? Non, parce que les propos de Donald Trump sont parfaitement clairs. Ce sont des déclarations fantasques, irréalistes, mais ce sont aussi des déclarations dangereuses. Ne l'oublions pas, il y a un cessez-le-feu, un processus qui a été lancé pour la libération des otages. Il faut d'abord souhaiter que ce processus puisse aller jusqu'à son terme. Il reste beaucoup d'otages dans les mains du Hamas, et le premier souhait que je forme ce matin, c'est que ces libérations ne soient pas mises en cause. Et nous savons qu'au terme de la deuxième phase, normalement, il doit y avoir un retrait permanent des troupes d'Israël. Mais quand Donc, vous dites une déclaration, c'est une provocation. Quand vous dites c'est fantasque, quand vous dites c'est irréaliste, c'est-à-dire ce ne sont que des mots, ça n'est que de la transgression. Non, c'est une diplomatie du choc, c'est une diplomatie des décrets et des paraphores, mais qui vise justement à créer cette sidération, qui vise à semer le trouble. Il lance la foudre depuis la Maison-Blanche et puis il teste les rapports de force, il voit comment chacun réagit. C'est une faute, une double faute même, puisqu'il s'agit d'une violation du droit international, violation du droit des peuples, avec des transferts forcés normalement de populations qui devraient en résulter. C'est aussi une profonde injustice concernant l'avenir du peuple palestinien. Mais c'est aussi un contresens historique qu'il faut noter, parce que derrière, on voit bien que le logiciel diplomatique américain est complètement brouillé. Contresens, puisqu'on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak, qui a conduit à l'émergence d'Al-Qaïda et également à l'émergence de l'État islamique. Contresens aussi culturel et civilisationnel. L'idée de créer une Riviera à Gaza ne prend pas du tout en compte la réalité de l'aspiration du peuple palestinien et du peuple arabe dans cette région de Gaza. Et puis surtout, c'est un contre-signal majeur. C'est un contre-signal vis-à-vis des puissances autoritaires, la Chine et la Russie. Que peuvent-elles retenir d'un tel message? Carte blanche, feu vert, allez-y, développez votre zone d'influence comme nous on souhaite le faire. C'est l'idée aussi d'une dimension transactionnelle, d'un affairisme tous azimuts. Contre-signal vis-à-vis des Européens. Car comment voulez-vous que l'Europe comprenne ce type de diplomatie? Que vaut la garantie de l'article 5 de la part d'un pays qui ne respecte ni le droit, ni la démocratie, ni l'état de droit? L'article 5 de l'OTAN. L'obligation de se défendre les uns les autres. Vis-à-vis du Sud global. Et croyez-moi, le mouvement monte dans le Sud global vis-à-vis d'une Amérique qui a manifestement changé. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, le grand paradigme de l'Amérique n'est plus la démocratie, ce n'est plus la défense du droit, c'est véritablement la défense de l'intérêt de l'Amérique seule. C'est un transactionnalisme, c'est un opportunisme. Ça veut dire quoi, Dominique de Villepin? Ça veut dire que c'est la fin. Le monde a changé. Ça veut dire que le monde a changé. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du droit international? Est-ce que ça veut dire que est en train de s'effondrer tout l'héritage de la Seconde Guerre mondiale en termes de valeurs, en termes de principes, en termes d'instances juridictionnelles? Cela s'effondre aux États-Unis. Et c'est dire à quel point la responsabilité de l'Europe est immense. L'Europe doit ouvrir les yeux, d'abord pour son propre intérêt. Elle doit prendre son avenir en main, sur le plan de sa sécurité, sur le plan de sa propre puissance économique, technologique. Elle doit affirmer sa souveraineté. Et puis, elle doit trouver de nouveaux partenaires, continuer bien sûr dans les relations transatlantiques, mais sans illusion, et développer. Mais l'Europe en est capable. Mais l'Europe a ce devoir vis-à-vis des peuples européens. L'Europe ne peut Est-ce pas qu'à ce stade, mettre la Dominique tête. de Villepin, l'Europe en est capable? Est-ce qu'Ursula von der l'Europe Leyen a prononcé les mots qu'il faut, a engagé les actes nécessaires pour répondre à un tel choc face à une superpuissance qui s'affirme, comme vous le dites, comme une superpuissance? L'Europe ne s'y est pas malheureusement préparée, ni dans les dernières années, ni dans les derniers mois. Et c'est, à mon avis, une responsabilité très grave qui a été prise par les dirigeants, tant par la Commission que par les chefs d'État. Aujourd'hui, il est temps véritablement de se réunir et d'adresser des questions extrêmement précises à la Maison-Blanche.
que vaut la garantie de l'article 5 ? Est-ce qu'au dernier moment, si la sécurité de tel et tel pays européen était en cause, l'Amérique nous réclamerait la possibilité de créer une Trump Tower à la place de la Tour Eiffel, de racheter tel et tel État qui disposerait de terres rares comme elle le propose aujourd'hui à l'Ukraine ? Est-ce que ce transactionnalisme fait que nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis ? C'est la conviction française. C'est la conviction française, c'était celle du général de Gaulle. C'est vous dire à quel point nous avons, nous, une obligation de tenir notre rang et d'affirmer la connaissance que nous avons des relations internationales. La mission pour la diplomatie française, c'est de faire en sorte que les Européens ouvrent les yeux. Dominique de Villepin, pour qu'on comprenne bien, on est face à une Amérique néo-impérialiste, on est face à une Amérique néo-colonialiste. Écoutez, nous le voyons bien, l'idée de transformer Gaza en Riviera, c'est véritablement la logique néocoloniale qui prévaut. L'idée de vouloir racheter le Groenland, l'idée de vouloir quelque part aussi annexer le Canada, le canal de Panama, etc. Mais c'est de la façon la plus claire un langage. Imaginez le président Poutine ou le président Xi Jinping tenir ce langage-là, que dirait-on ? Eh bien, notre réaction ne doit pas être de tempérer en disant « c'est un bouffon », non. Ce sont les États-Unis. Il faut prendre au sérieux la parole des États-Unis parce que, à l'heure de vérité, nous risquons de constater que les États-Unis feront défaut. Eh bien, ça implique véritablement une prise de responsabilité de la part des Européens, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le système international. Ça veut dire qu'il y a un multilatéralisme à défendre. Regardez la façon... Il existe encore ce multilatéralisme. Mais bien sûr. J'explique à tous les auditeurs. Le multilatéralisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'idée que tous les États vont coopérer ou qu'en tout cas, ils vont se mettre à plusieurs pour édicter des règles communes, pour éviter des chocs de superpuissance. Donc là, on y est, au choc des superpuissances. Et pour défendre des intérêts et des biens communs. Par exemple, dans le domaine du climat et de l'environnement, regardez le chemin fait par la Chine. C'est un interlocuteur sérieux. Nous devons continuer à travailler avec tous les États qui le souhaitent. Mais c'est là où nous devons organiser véritablement, sur la base d'une coalition de volontaires, un multilatéralisme efficace. De la même façon en Europe, nous voyons bien qu'à 27, nous ne convaincrons pas tous les États de ce changement de paradigme américain. Eh bien, il est temps d'avancer dans la voie d'un directoire, par exemple en matière de défense, à partir d'un noyau dur. Et en particulier avec les Britanniques, la question d'une force stratégique franco-britannique aujourd'hui est susceptible d'assurer beaucoup mieux sans doute et avec beaucoup plus de crédibilité la sécurité de l'Europe que ne peuvent le faire les États-Unis. Donc véritablement, il y a sur la table un chantier de réflexion et d'action qui est d'une urgence absolue. Et l'autre grand dossier crucial en train de bouger sous la pression de Donald Trump, c'est l'Ukraine. Vous imaginez aujourd'hui Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine autour d'une table ? Vous imaginez ces négociations avoir lieu ? C'est pour cela que l'Europe doit être partie à ces négociations. Zelensky lui-même, le président Zelensky, avait offert les terres rares aux États européens et surtout aux Américains qui en sont évidemment très friands dans la concurrence vis-à-vis de la Chine. On voit bien à quoi nous en sommes réduits. La souveraineté d'un État en échange de quelques arpents de terre. Tout cela est tragique. Tout cela est tragique, ça peut paraître risible à certains, mais c'est tragique, mais c'est la nouvelle règle du monde qui est en train d'être créée. Et donc nous devons, impulser du sérieux, de la gravité, un certain sens du tragique, et nous devons aussi convaincre nos peuples que le monde a changé et que désormais, l'avenir de notre sécurité, l'avenir de notre défense, il est dans nos mains. C'est vrai en matière militaire. C'est vrai aussi en matière économique. Si je vous écoute, Dominique de Villepin, vous le dites, c'est-à-dire on n'entend pas et on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Nos peuples ne voient pas, nos peuples n'entendent pas, mais nos dirigeants ne le voient pas et ne prennent pas la réalité, la mesure. Sortons du regard que nous portons en permanence sur notre nombril. Nous sommes soucieux en permanence de notre précaré, mais c'est véritablement l'avenir des générations futures qui est en cause et de notre propre sécurité. Dominique de Villepin, merci. Merci. Et alors, avant de parler de l'après-guerre, on va voir d'abord ce qui se passe en ce moment sur le terrain avec une zone sur laquelle tous les regards sont tournés. C'est évidemment en Russie, cette zone de course que les Ukrainiens ont déclenchée cette semaine une offensive. Les Russes ont riposté. Les combats sont toujours très intenses. Je me tourne vers vous, Général. Est-ce que c'est
dans une éventuelle dernière ligne droite, parce qu'évidemment on pense à l'après-guerre, mais on en est loin, est-ce que ce petit bout de terre, ce confetti-là, c'est là où tout se joue, c'est là où il faut vraiment abattre toutes ces cartes pour les Ukrainiens ? Non, ce n'est pas là où tout se joue, et pas grand-chose va se jouer sur ce morceau de terre. Mais ce que vous avez dit est juste, c'est que chacun ne pense plus qu'à l'après-guerre, parce que c'est bien ce qui se joue maintenant, et chacun est en train de se mettre en ordre de bataille ou d'améliorer son jeu pour une éventuelle négociation. On en parle beaucoup, mais n'oublions pas qu'à ce jour, Poutine n'a toujours pas intérêt à négocier et qu'il n'est pas obligé de négocier. On est un peu dans le wishful thinking quand même occidental dans cette affaire-là, ne l'oublions pas. Mais les Ukrainiens ont évidemment intérêt à ce que cette négociation arrive le plus tôt possible, parce que autant les Russes peuvent continuer la guerre peut-être pendant un an et demi, on sait bien il y a une limite, mais les Ukrainiens, eux, sont sur leur dernière ligne de défense dans le Donbass et l'armée ukrainienne peut s'effondrer à tout moment. Donc il faut qu'il y ait une négociation. Mais c'est pour ça ils sont tout le temps à l'offensive, les Ukrainiens, c'est pour ça qu'ils... Oui, ils se mettent en ordre de bataille. Alors là, il y a deux idées. Un, il faut montrer qu'ils sont encore forts, que c'est encore une armée, et là, probablement, on a un message du côté vers Trump en particulier, vis-à-vis de l'Europe aussi. Il y a un message vis-à-vis de la Russie en disant, attention, on peut encore être à l'offensive, et puis il y a toujours cette idée, peut-être, d'avoir quelque chose à échanger contre autre chose, et donc d'avoir une partie plus importante de la Russie qu'il posséderait, de manière à ce que ce soit quelque chose qui puisse échanger. Donc il y a plein de motivations dans cette affaire-là, mais ils ont bien compris qu'ils ne gagneraient pas la guerre là. Donc il faut bien comprendre que c'est fait. Mais c'est un point d'ancrage pour la suite. C'est une vision, oui, ils ont une vision politique. Ils ne pensent qu'au futur. Et donc ils améliorent leur position vis-à-vis de Trump, vis-à-vis d'Occidentaux et vis-à-vis des Russes. Voilà, alors, en fait, à quoi ça sert. Mais ça ne sert pas à gagner du terrain. En tout cas, ça reste malgré tout un caillou, on va dire, dans la chaussure de Vladimir Poutine, qui l'a dit très clairement. Écoutez. 2 mois ont passé depuis notre dernière rencontre et je vous avais demandé de gérer la région de Koursk. La situation là-bas est très difficile. Je vous avais demandé en particulier d'écouter les problèmes des habitants. Magali, il le dit clairement, c'est difficile, ça reste un problème. Pourquoi est-ce qu'il le dit d'ailleurs ? Parce qu'il s'était engagé aussi à reprendre cette zone de Koursk, justement. Et il l'avait annoncé en disant nous reprendrons cette poche, en effet, prise par l'Ukraine depuis quand même l'été dernier. Et bon, force est de constater qu'il n'a pas réussi. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de ces soldats nord-coréens qui auraient été envoyés par la Corée du Nord justement pour prêter main forte à l'armée russe et reprendre cette poche. Bon, il n'a pas réussi. Donc, il est obligé devant la caméra finalement de dire oui, la situation est extrêmement difficile, manifestement quand même en accablant la personne qui est en face pour dire bon mais qu'est-ce que vous avez fait, comment c'est possible. C'est le gouverneur de la région. Voilà, c'est une façon de lui demander au gouverneur de rendre des comptes aussi et de lui expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Ukrainiens sont toujours sur le territoire russe. Alors après c'est évidemment un échec pour la Russie de ne pas avoir réussi à reprendre ce territoire. Après, elle engrange d'autres succès ailleurs. Là, à l'instant, la Russie annonce avoir pris la ville de Toretsk. Il se battait dans cette région du Donbass, même si, à l'heure actuelle, c'est pas encore confirmé côté ukrainien, mais c'est une région minière. Il y a des avancées, c'est-à-dire qu'il y a quand même une poussée qui est très très forte, mais ça, vous en parlerez mieux que moi, mais il y a une poussée très forte de la Russie sur le terrain. Donc, on voit bien quand même que l'essentiel pour Poutine a toujours été le Donbass et que là, il met quand même là aussi ses forces dans la bataille pour essayer de, au maximum, reconquérir les 2 régions du Donbass dans la perspective, évidemment, de ces négociations. Mais il y a effectivement la question de l'opinion publique. Pour juste en revenir à la déclaration de Vladimir Poutine, là, il est gêné aux entournures, si on peut dire, vis-à-vis de la population locale, des Russes qui se sentent littéralement abandonnés.
Oui, vous avez raison. Alors, on sait que la population russe est encore majoritairement du côté de Poutine et dans le soutien à la guerre, même s'il souhaite que cette guerre s'arrête. Enfin, c'est ce que disent les sondages à peu près crédibles. Mais néanmoins, comme l'a dit Madame Barthès, enfin, il a fait une promesse qu'il a pas tenue. D'ailleurs, quand il s'en prend ce pauvre gouverneur n'y peut mais. Parce que, évidemment, si l'armée russe avait dit je mets Koursk en premier, eh ben, ils auraient résolu le problème. Le problème. Donc, il y a en publiant ces images-là, il y a bien d'abord un message politique. Et je pense que son problème, c'est lui-même. Il doit dire, au fond, je ne suis pas en faute. Il faudra bien qu'il trouve des coupables, parce que probablement, lors des négociations, Koursk n'aura pas été repris. Alors, l'étape d'après, ça peut être un cessez-le-feu, sauf que les Russes ne veulent pas en entendre parler. On va écouter l'envoyé spécial de Trump sur la question. On va plutôt lire ce que dit Kellogg, c'est l'envoyé spécial de Donald Trump sur la question ukrainienne. Voilà, le président Trump veut que le combat s'arrête, juste qu'il s'arrête. Ensuite, seulement, vous pouvez négocier. Ça, c'est vraiment la première étape inconditionnelle. C'est ce que veut Donald Trump et c'est ce qu'il a promis pendant la campagne, au moins que les armes se taisent. Alors c'est intéressant parce que Keith Kellogg fait maintenant de plus en plus de sorties quand même et on attend la conférence de Munich le week-end le 14 prochain, février, oui. Voilà, où normalement il devrait donc se rendre sur place. C'est vraiment le grand rendez-vous de la sécurité en Europe avec quantité d'experts et de dirigeants. Il y aurait J.D. Vance aussi, le vice-président. Voilà, et c'est absolument le vice-président de Donald Trump. Et c'est là, dit-on, qu'il devrait annoncer les grandes lignes de ce fameux plan qu'auraient les Américains. Sachant que Keith Kellogg a donné déjà une interview hier au New York Post et il explique justement que Trump, pour faire revenir Donald Trump à la table des négociations, qui va être finalement le point clé. On sait que Zelensky a dit « moi je suis prêt à négocier », serait prêt notamment à durcir les sanctions sur la Russie. Et on sait que Trump, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, ne cesse de dire Poutine est en train de détruire la Russie perd beaucoup trop d'hommes, et puis l'économie est en train de se détruire. Donc on sent bien une volonté du côté américain d'essayer d'appuyer là où ça fait mal, et notamment sur l'économie, parce qu'évidemment, au bout de 3 ans, les sanctions, elles sont en train quand même d'avoir des effets sur l'économie russe. C'est beaucoup plus lent que ce qu'espéraient les Occidentaux, mais quand même. Et donc là, il y aurait une volonté du côté américain d'appuyer davantage sur ces sanctions en décidant de nouvelles, notamment sur les hydrocarbures. Alors Magali Barthès évoque cette conférence de Munich la semaine prochaine. Là, ça va être vraiment une étape clé. J'en sais rien. Ah oui. J'en sais rien. En tout cas, non, mais tant que vous met faites en place pour que ça le devienne. Tant que vous faites des négociations entre occidentaux, si vous voulez, c'est pas une étape clé. C'est une étape clé quand les deux parties se rencontrent. Volodymyr Zelensky devrait y assister. Zelensky, c'est pas M. Poutine, comme vous savez. Et donc, tant qu'on négocie entre nous, tant qu'on parle entre nous, on peut assez facilement se mettre d'accord. Et donc, il manque une partie quand même tout à fait importante. Et donc, je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit. La question qu'on aurait dû se poser depuis très longtemps et qu'on s'est mal posée, c'est au fond, quelles conditions fallait-il créer pour que Poutine ait enfin intérêt à arrêter. Pour l'instant, ces conditions n'ont pas été remplies puisqu'il continue. Et il y a 2 conditions, mais la première, effectivement, c'est l'économie, puisqu'on sait bien que l'économie russe est dans une situation qui ne lui permet pas de continuer la guerre très longtemps. Et donc, si on accélère, on peut le pousser à comprendre qu'il a intérêt à arrêter. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit, sur ce qu'a dit Trump. Je crois, ou son envoyé. D'abord, on arrête la paix et après on négocie. On arrête la guerre et après on négocie. Mais ça, c'est contre l'histoire. Ça s'est jamais fait comme ça. Les négociations continuent, la guerre continue. Enfin, il y a un exemple. Tous les exemples, c'est comme ça. Afghanistan, c'est comme ça. Le Vietnam, c'est comme ça. 4 ans de négo. La Corée du Nord, 2 ans de négo et 2 millions de morts pendant ces 2 ans de négo. Donc ça se passera pas comme ça. Et donc on voit bien que, comme d'habitude, Trump est complètement en dehors de la réalité.